Bonjour à tous. On est jeudi 4 juin 2026 et notre cher ami Alex Kreiner est avec nous. On a eu quelques soucis techniques, c'est pour ça qu'on est en retard. C'était assez drôle. Mais Alex, bienvenue à nouveau. It was so funny, but Alex, welcome back. Merci de m'avoir invité, Nima. L'image est un peu différente parce que j'ai dû me connecter avec mon téléphone. Mon ordinateur faisait des siennes et on n'arrivait pas à s'entendre. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on soit en ligne maintenant. Yeah, exactly. Alex. Oui, exactement. Alex, laisse-moi commencer par ce qui s'est passé ces 2 ou 3 derniers jours, avec cette nouvelle confrontation entre l'Iran et les États-Unis. Les attaques, tu sais, il y en a une la nuit dernière et une autre la veille. C'est nouveau, à cause de l'escalade, à cause du blocus qui se déroule dans le golfe Persique. Les États-Unis ont attaqué des pétroliers dans le golfe Persique. Ensuite, l'Iran a répliqué en visant le Koweït et Bahreïn. Et finalement, l'aéroport international du Koweït a été touché par quelque chose. Ils disent que c'était un drone iranien. Puis, certaines images montrent que peut-être un des intercepteurs du système Patriot n'a pas réussi à atteindre sa cible. Ils sont revenus et ont frappé l'aéroport. Mais au final, l'aéroport a bien été touché. Et on sait ce qu'ils font avec l'aéroport international du Koweït. Ils y envoient beaucoup d'armes. Ils utilisent cet aéroport pour ça. Ils envoient des armes. Tout passe par là. Et puis, il y a eu des pétroliers dans le golfe Persique qui ont été touchés par des missiles et des drones iraniens. C'est la phase actuelle de la guerre. Ce qui s'est passé récemment, et que je trouve beaucoup plus audacieux, c'est l'attitude du gouvernement iranien. Parce que si on regarde par exemple le général Keane, à chaque fois qu'on ouvre une vidéo sur Fox News ou sur YouTube, il parle de la guerre, de la façon dont les États-Unis peuvent continuer cette guerre. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de dire que le chef des gardiens de la révolution n'est pas le même que le président du Parlement, par exemple, ou que le président de l'Iran, parce qu'ils veulent négocier, alors que les gardiens, eux, ne veulent pas négocier. C'est pour ça qu'ils nous attaquent dans le golfe Persique. Mais si on regarde ce dont parle l'Iran, c'est complètement différent du scénario iranien qu'on nous décrit. Eux disent que ce sont les États-Unis qui les attaquent et que c'est pour cette raison qu'ils répliquent. Et vous, comment voyez-vous la situation au Moyen-Orient au fil du temps? Donald Trump ne veut pas de cette guerre. Il sait que c'est une guerre perdue d'avance et qu'avec le temps, la situation ne fera qu'empirer. Quelle est votre lecture de tout ça? What is your understanding of that? Eh bien, d'après la façon dont je vois les choses, le camp qui a de loin le plus de crédibilité dans ce conflit, c'est le camp iranien. Parce qu'en général, ils font ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Leur position ne change pas 3 fois par jour. Et cette idée selon laquelle l'Iran serait déchiré entre, d'un côté, les gardiens de la révolution, vraiment fanatiques et intransigeants, et de l'autre, un gouvernement civil raisonnable qui voudrait négocier avec les États-Unis. Eh bien, à mon avis, c'est une pure invention de leur part. Une sorte de fantasme commode qu'ils ont créé pour pouvoir dire « oui, on négocie, tout se passe très bien ». Mais vous savez, il y a ces fanatiques des gardiens de la Révolution qu'il faut écarter d'une manière ou d'une autre. Je pense que, pour dire la vérité, il y a beaucoup plus de divergences dans les approches du côté occidental. Parce que vous avez, et je ne sais pas exactement où Trump se situe là-dedans, une partie du gouvernement qui comprend que c'est une guerre perdue d'avance, ce qu'ils auraient dû comprendre avant même de la commencer. Tout le monde le savait. Et puis, il y a ce que j'appellerais la conspiration anglo-sioniste, qui veut en finir avec l'Iran, renverser le régime et prendre le contrôle politique, parce que ce pays est l'obstacle à l'hégémonie de l'Empire occidental en Asie occidentale.
Et c'est aussi un obstacle pour eux à s'emparer de la richesse iranienne. L'Iran est le 5e pays le plus riche au monde en ressources naturelles. Il a une population très nombreuse et surtout très instruite. Et vous savez, il y a beaucoup de choses à observer de ce côté-là. Donc le conflit, il est en Occident. L'Iran, lui, mène une bataille existentielle. Là-bas, il n'y a pas de conflit, il y a de l'unité. Et je pense qu'à partir du moment où l'Iran a compris qu'il détenait la puissance dominante dans la région, il veut maintenant mettre fin à 120 ans de harcèlement de la part des colonialistes occidentaux. Et ils veulent chasser les ressources militaires occidentales de la région et mettre en place une toute nouvelle architecture de sécurité, ce qui correspond d'ailleurs à ce que leurs partenaires, la Russie et la Chine, cherchent aussi à accomplir. Leur idée, c'est de lancer un nouveau siècle eurasiatique, un ordre mondial multipolaire où les pays coopéreraient et commerceraient ensemble dans la paix, plutôt que de vivre dans ces guerres constantes, sans fin, qui sont en général provoquées par Israël et par les Américains. Mais, vous savez, il ne faut jamais oublier les Britanniques, parce qu'ils sont toujours dans l'équation. Je ne sais pas pourquoi on les épargne, pourquoi personne ne les regarde, pourquoi personne n'en parle, alors qu'ils sont eux aussi très très impliqués. Et eux, ils sont souvent impliqués d'une manière encore plus pernicieuse que les États-Unis. Les États-Unis ont un rôle très visible parce qu'ils interviennent quand il faut utiliser la force brute et commencer à larguer des bombes. Mais les Britanniques, eux, sont généralement présents des années plus tôt, à travers leur diplomatie secrète, leur réseau de renseignement, leurs ONG, leurs organisations caritatives, leurs institutions bancaires, leurs casinos, et ainsi de suite. Donc, ils sont toujours là. Et ensuite, les États-Unis arrivent, souvent comme un géant un peu maladroit, avec une compréhension limitée de la région, au moment où il faut déployer les groupes aéronavals, lancer des missiles et commencer à bombarder. Et je pense que l'Iran voit maintenant l'occasion de mettre complètement fin à ce régime. Et ça pourrait être une opportunité historique, une chance unique dans une vie pour créer un tout nouvel avenir pour la région. Je crois que beaucoup de gens, en dehors de l'Iran, dans la région l'ont compris aussi. Du coup, on voit une coopération hésitante, même entre les membres du Conseil de coopération du Golfe avec les États-Unis et l'OTAN. Peut-être que la seule exception ici, c'est les Émirats arabes unis. Mais enfin, les Émirats, qu'est-ce que c'est? C'est un royaume féodal, un fief sans véritable armée, sans vraie force. À part l'argent, ils n'ont rien. Donc il est très probable qu'ils ne survivent pas à ce conflit. Et je pense qu'Israël aussi a très peu de chances d'y survivre. Alors, Alex, ce qui s'est passé jusqu'à présent sur le plan militaire et économique aux États-Unis, tu te souviens, avant que cette guerre ne commence, Donald Trump disait « Nous sommes indépendants. Nous n'avons pas besoin du pétrole venant d'autres pays. » Mais ce n'est pas la réalité aux États-Unis. Le pétrole qu'ils ont là-bas est un pétrole léger, pas vraiment adapté, par exemple, à la production de diesel. Et puis, depuis le début de la guerre, Donald Trump a dû puiser dans une partie des réserves de pétrole américaines pour stabiliser le marché. Il s'en sert donc pendant que la guerre continue. Et l'une des principales raisons pour lesquelles il a décidé de lever les sanctions sur le pétrole russe et iranien, c'est justement ce problème. Ils ont besoin d'importer du pétrole de l'extérieur. Ce n'est pas que les États-Unis soient totalement indépendants du reste du monde. Donc oui, ils sont dépendants. Ils doivent s'appuyer là-dessus, utiliser leurs réserves. D'un autre côté, regardez ce qui s'est passé pendant la guerre, avec l'intensité des attaques contre l'Iran. Ils ont beaucoup puisé dans leur stock de missiles, d'intercepteurs, tout ça. Il faut maintenant les remplacer. Donald Trump est allé en Chine
pour négocier un nouvel accord, pour discuter avec les Chinois. Apparemment, le résultat n'a pas été jugé positif par l'administration Trump. C'est pour ça que Marco Rubio a déclaré que nous dépendons à 90% de ces terres rares venant de Chine. Il faut diversifier le marché. Il est allé en Arménie pour conclure un nouvel accord sur les minerais. Mais l'Arménie n'est pas capable de fournir aux États-Unis ce que la Chine peut offrir. C'est là tout le problème auquel ils font face, à la fois sur le plan économique, militaire et aussi en interne, avec les élections de mi-mandat. Donald Trump sait que s'il perd ça, il risque d'être destitué, peut-être même écarté du pouvoir. On voit cette forme de désespoir dans la manière dont l'Iran a essayé de réagir avec Israël, parce que Israël avait annoncé vouloir attaquer Dahi, au Liban. Alors l'Iran a mis la pression sur Donald Trump. Trump a appelé Benjamin Netanyahu et lui a dit « Tu ne fais pas ça ». Et juste hier soir, on a appris qu'il y a un nouvel accord entre le gouvernement libanais et Israël. Mais avant d'en venir au cas du Hezbollah, parlons de Donald Trump. En ce moment, sur le plan économique et militaire, s'il décide de poursuivre la guerre, il fait face à des pénuries. Combien de jours, combien de semaines peut-il encore maintenir cette guerre avec l'intensité qu'on a vue pendant 40 jours? 2 semaines, 3, 4. Et après ça, sont-ils vraiment prêts? Parce que les stocks vont être complètement épuisés et l'économie ne se porte pas bien. L'économie mondiale, elle aussi, est sous une pression énorme à cause de ce rythme de guerre. Comment voyez-vous tous ces facteurs se combiner et exercer une pression directe sur Donald Trump lui-même? Alors, pour commencer avec le pétrole, Nima, ce n'est pas seulement une question de qualité du pétrole que les États-Unis produisent, comparé à celui qu'ils importent du Venezuela, par exemple. Parce qu'aux États-Unis aujourd'hui, la majorité de la production vient du pétrole de schiste, et c'est un pétrole très léger. C'est bien pour fabriquer de l'essence, mais ça ne donne quasiment pas de gazole ni de kérosène pour les avions. Donc ça pose un vrai problème. Mais en même temps, il y a aussi la question du prix du pétrole. En ce moment, disons à la louche, environ 10% de l'offre mondiale de pétrole a disparu des marchés. C'est la plus grande perturbation jamais vue dans toute l'histoire du marché pétrolier. Et je ne pense pas que ce soit encore complètement pris en compte dans les prix du pétrole. Parce que vous savez, même en 2022, le prix du pétrole était à $120 et en 2008, il était à 140. Aujourd'hui, on tourne autour de $100 pour le Brent. Ce n'est pas particulièrement élevé. On pourrait très bien voir les prix grimper beaucoup plus haut sur les marchés pétroliers. Mais si la guerre s'intensifie, on sait déjà que l'un des objectifs désignés par les États-Unis et Israël en Iran, c'est l'infrastructure énergétique du pays. Et les Iraniens ont prévenu que si cela arrivait, ils détruiraient l'infrastructure énergétique de toute la région. Et ça pourrait retirer 20 à 22% supplémentaires de pétrole brut des marchés mondiaux. Alors, où irait le prix du pétrole brut dans ce cas? Il pourrait monter à 200, 300, voire $500 le baril. Et je n'invente pas ces chiffres. Déjà en 2012, le ministère britannique de la Défense prévoyait que, compte tenu des instabilités mondiales, le prix du pétrole pourrait grimper jusqu'à $500 le baril. C'était leur estimation. Alors, admettons que ce soit possible. Ça peut sembler impensable aujourd'hui, mais la situation pourrait devenir très compliquée dans les mois à venir. Et c'est là que le problème se pose. Si l'économie américaine se retrouve soudain avec un prix de $10 le gallon à la pompe, les conséquences politiques pour Trump seraient très lourdes. Personne ne sait vraiment ce qui pourrait se passer. Voilà une partie du problème. L'autre partie,
comme tu l'as dit, Nima, c'est que la logistique de ces conflits n'est pas particulièrement favorable ni aux États-Unis ni à Israël. Ils sont à court de munitions. Leurs munitions coûtent très cher. La production de nouvelles bombes et de nouveaux missiles est extrêmement limitée. Alors qu'en face, l'Iran utilise très efficacement ses missiles et ses drones très bon marché qu'ils produisent par milliers. Du coup, l'Iran a une supériorité très claire dans l'escalade militaire. Et maintenant, il y a une rumeur selon laquelle ils auraient peut-être même une bombe nucléaire. Donc franchement, il n'y a pas de bonne option pour eux. Et moi, vous savez, j'avais dit bien avant que cette guerre ne commence, j'avais dit que le seul coup gagnant pour Trump, ce serait de lâcher Israël et de conclure un accord, une sorte d'arrangement avec l'Iran. Apparemment, ils en discutaient déjà. Des affaires futures, des investissements, du commerce, de la coopération, tout ça en phase avec l'ordre mondial multipolaire. Et jusqu'au 28 février au moins, l'administration Trump affirmait encore que c'était bien cette voie-là qu'il voulait suivre pour l'avenir des États-Unis. Aujourd'hui, tout semble complètement bouleversé. Et je ne comprends plus très bien où se situe Trump, parce qu'il ne cesse de changer d'avis, passant d'une position à une autre. Mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer que l'approche américaine a radicalement changé à la fin de l'année 2025. Et ça coïncide avec le retour de Jared Kushner sur le devant de la scène, sorti de nulle part, sans aucun poste officiel dans le cabinet Trump, mais soudainement chargé des négociations les plus délicates avec les Russes, avec les Iraniens. Et il faut se rappeler qui est Jared Kushner. Jared Kushner est un sioniste convaincu, très proche de Benjamin Netanyahou, une amitié familiale qui remonte à plusieurs décennies. Et Jared Kushner, comme il l'a lui-même révélé il y a quelques jours, est aussi un ami très proche de Nathan Rothschild. Ce qui, d'une certaine façon, renvoie à cette idée que tous les chemins mènent à Londres. Parce que vous savez, la famille bancaire Rothschild, c'est le cœur de la City de Londres. Et il serait impliqué dans toutes ces conspirations qui alimentent les guerres. Partout où le sang humain coule à flot, le même nom de famille réapparaît. Ils auraient aussi employé Jeffrey Epstein. Tout cela commence donc à dessiner les contours d'une sombre conspiration sioniste qui semble aujourd'hui diriger les événements. Et je pense que je ne vois pas Trump comme un étranger à cette conspiration, parce que son gendre et sa fille en font partie intégrante. Il joue un rôle important dans toute cette affaire. Alors cette histoire selon laquelle Trump aurait eu un échange très tendu avec Benjamin Netanyahou, qu'il aurait juré, crié, tout ça, à mon avis, c'est juste du théâtre pour le public. Je pense que Netanyahou a retardé son plan d'attaque sur Beyrouth parce que les Iraniens ont immédiatement déclaré « Nous allons frapper le nord d'Israël » et ils ont prévenu tous les habitants, tous les colons du nord du pays, d'évacuer parce que quelque chose de très sérieux arrivait. Je crois que c'est pour ça que Benjamin Netanyahou a cédé, pas parce que Trump lui a crié dessus. Oui, Alex, je pense, où en est Israël aujourd'hui selon toi? Parce qu'avant le début de cette guerre, beaucoup de gens aux États-Unis, dans l'establishment, les néoconservateurs, disaient qu'Israël était le pays le plus fort du Moyen-Orient. Avant la guerre, ils pensaient que l'axe de la résistance était vaincu. Il n'y a pas d'Assad en Israël. En Syrie, au Liban, on a vu, tu sais, l'élimination de Sayed Hassan Nasrallah et de ses commandants, l'élimination aussi de certains dirigeants en Iran. Et puis il y avait la question de la mer Rouge, avec une sorte d'accord entre les États-Unis et les Yéménites. Israël était présenté comme le pays le plus grand et le plus puissant du Moyen-Orient. Alors, qu'est-ce qu'Israël aujourd'hui?
après cette guerre que Netanyahou voulait depuis si longtemps. Comment vois-tu Israël aujourd'hui par rapport à ce qu'il était avant? Je pense qu'Israël est aujourd'hui radicalement affaibli. Enfin, vous voyez, ils mènent des guerres sur 5, peut-être 6 fronts. J'en perds même le compte. Et dans tout ça, il n'y a aucune stratégie dans leur guerre. L'attaque contre l'Iran, à mon avis, c'était un pari. Ils avaient développé des ressources sur le terrain en Iran et ils comptaient sur une faiblesse interne du pays. Ils pensaient qu'en combinant des bombardements extérieurs et une insurrection intérieure, ils pourraient renverser le régime. Ils avaient même commencé à se rapprocher du Shah, Reza Pahlavi, pour rétablir la monarchie. Mais tout ça devait se terminer en quelques jours. Le gouvernement iranien était censé tomber très vite, et ça ne s'est pas produit. Au contraire, le pays s'est plutôt rassemblé autour du gouvernement. Et d'après ce que je vois, la plupart des Iraniens soutiennent aujourd'hui leur gouvernement. Et ils comprennent très bien à quoi ils sont confrontés, donc ils sont déterminés à gagner. Pour eux, c'est une question de survie. La société israélienne est en train de se désagréger. Leur économie aussi s'effondre. Ils dépendent entièrement du soutien occidental, sur le plan économique comme militaire, mais ils perdent ce soutien à grande vitesse, évidemment, à cause de leur comportement. Donc Israël n'a pas d'avenir. Et puis, le segment le plus fanatique de leur classe politique est résolu à étendre les guerres, à affronter la Turquie et à affronter l'Égypte. On a aussi entendu parler de leurs projets contre le Pakistan. J'ai l'impression que la guerre fait désormais partie de l'ADN d'Israël. Ils ne peuvent pas exister autrement. Leur rôle, en quelque sorte, c'est de maintenir la région dans l'instabilité. Ils dépendent de la guerre. Ils ne peuvent pas vivre en paix. Vous savez, ce n'était pas il y a si longtemps, en 2024, que tout le... La communauté arabe de leur région, soutenue par d'autres pays musulmans à travers le monde, a collectivement proposé la paix à Israël. Ils ont dit, nous allons normaliser nos relations avec vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de permettre aux Palestiniens d'avoir leur propre État, et nous normaliserons avec vous. Vous deviendrez un membre normal de la communauté des nations dans le monde. Nous garantirons nous-mêmes votre sécurité. Nous serons partenaires et nous vivrons en paix. Les Israéliens ont rejeté cette offre. Alors pour moi, il semble qu'Israël ait une peur panique de la paix. Ils ne peuvent pas l'accepter. Ils ont besoin de la guerre. Je ne pense pas qu'un pays constitué de cette manière ait un avenir. Et vous savez, j'aime toujours rappeler que Henry Kissinger lui-même, en 2012, avait dit que 10 ans plus tard, il n'y aurait plus d'Israël. Donc, cela aurait été en 2022, d'accord? Il s'est trompé sur la chronologie, mais il a bien compris les dynamiques dans la région. Il a compris qu'Israël, le projet sioniste, n'est pas durable, qu'il allait échouer. Et peut-être qu'une partie de la raison pour laquelle on assiste à cette terrible dégradation de la sécurité dans la région, c'est qu'Israël est désespéré, parce qu'ils comprennent eux-mêmes qu'ils échouent, qu'ils sont en train de mourir, et que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est leur agonie. Je ne sais pas combien de temps ça peut encore durer. Ces choses-là ne se produisent pas du jour au lendemain, mais je pense qu'ils n'ont pas d'avenir. Et puis vous savez, il y a une chose que j'ai remarquée cette semaine. Quand les Iraniens ont averti Israël qu'ils allaient bombarder le nord du pays si Benjamin Netanyahou ordonnait une attaque sur Beyrouth, une partie du message s'adressait au peuple palestinien. C'était « Il est temps de reprendre votre pays ». Donc, il faut garder à l'esprit qu'il y a toujours la possibilité d'un soulèvement interne. Je pense, Alex,
que quand on regarde aujourd'hui la situation militaire d'Israël et la manière dont le Hezbollah agit, il faut se poser la question, pourquoi Israël a-t-il besoin d'attaquer Beyrouth? S'ils se battent dans le sud du Liban, s'ils prennent du territoire au Liban, pourquoi aller jusqu'à Beyrouth pour frapper la banlieue de Dahieh? La réponse, c'est qu'ils ne gagnent pas dans le sud du Liban. Parce que la réalité de la guerre, sa nature, son identité même ont changé. Et ça, c'est à cause des drones, des roquettes, et du fait qu'Israël s'est retrouvé affaibli pendant le conflit. Ils ne sont plus aussi capables de riposter. Sur le terrain, leurs forces ne peuvent pas vraiment affronter le Hezbollah. Le Hezbollah est très puissant au sol. Et dans les airs, avant, Israël avait la suprématie grâce à ses avions de chasse. Mais aujourd'hui, c'est le Hezbollah qui domine le ciel avec ses petits drones FPV. Voilà la nouvelle réalité de ce qui se passe. FPV drones. This is the new reality of what's going on. Yes, correct. And I would say, Nima, that I think Oui, that even c'est ça. Israelis don't have any Et je dirais, Nima, que même les Israéliens n'ont aucune illusion sur leur capacité à vaincre le Hezbollah sur le terrain. Je pense qu'il y a deux aspects. D'abord, les Israéliens semblent assez à l'aise avec l'idée de tuer un grand nombre de personnes, des civils, des enfants, des femmes, peu importe. Peut-être qu'ils préfèrent même que ça se passe ainsi. Leur conception de la sécurité, c'est la terre brûlée. S'ils éliminent tout le monde autour d'eux, alors peut-être qu'ils se sentent en sécurité. Mais il y a un autre aspect. Plutôt que de chercher à vaincre le Hezbollah, leur idée, c'est d'essayer de provoquer une guerre civile au Liban, de pousser d'autres forces libanaises, comme les chrétiens, les druzes et d'autres encore, à se retourner contre le Hezbollah. Ainsi, le but, c'est que le Hezbollah se retourne pour combattre d'autres musulmans et des chrétiens, d'autres Libanais. Et peut-être qu'ainsi, Israël pourrait vaincre le Hezbollah. Alors il brutalise les populations libanaises en espérant qu'elles en viennent à penser que tout ça leur arrive à cause du Hezbollah et qu'elles finissent par se retourner contre lui. Mais je ne crois plus que ça fonctionne. Je pense que les gens comprennent autrement ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, imaginons un instant que le Hezbollah dépose les armes ou qu'il soit vaincu et que le gouvernement civil prenne le contrôle total. Eh bien, ce gouvernement civil deviendrait comme le Fatah. Il deviendrait en quelque sorte la police sous-traitée d'Israël contre le peuple libanais. Et il les traiterait probablement exactement comme les Palestiniens sont traités aujourd'hui en Cisjordanie. Je pense que beaucoup de gens, pas seulement au Liban, mais dans toute la région, commencent à le comprendre. Donc, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il y ait une force suffisante pour s'opposer au Hezbollah au point que cela puisse déboucher sur une guerre civile. Et si, d'une manière ou d'une autre, une guerre civile éclatait, je me demande si une grande partie de l'armée libanaise ne ferait pas défection pour rejoindre le Hezbollah. Vous savez, la seule victoire que je pourrais mentionner, c'est ce qui s'est passé pour Israël, ce qui s'est passé en Syrie. Et imaginez un peu, on disait que la chute de Bachar al-Assad allait couper l'Iran du Hezbollah et que le nouveau gouvernement syrien allait nous aider. Et puis regardez, même avec la chute de Bachar al-Assad, c'était pas Israël, c'était la Turquie et les forces à Idlib. C'est eux qui ont fait ça. Parce que, enfin, les États-Unis, Israël et nous, on a gagné le conflit. Les informations sont sorties, les renseignements aussi. Tout est connu maintenant. On peut dire que 85% de ce qui s'est passé en Syrie, c'était en fait une manœuvre turque contre le gouvernement Assad. Donc le gouvernement Assad est parti. Mais la connexion entre l'Iran et le Hezbollah, elle devient encore plus forte. Tu sais, c'est ça la réalité de ce qui se passe. Et ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Ils pensaient avoir coupé le lien entre l'Iran et le Hezbollah. Mais regarde ces drones. C'est une preuve évidente
qu'il existe une forte connexion entre l'Iran et le Hezbollah. Et ils ne peuvent rien y faire. C'est pour ça qu'à chaque fois tu vois, ils bombardent la Syrie. C'est aussi pour ça qu'ils parlent de combattre l'Iran, la Turquie et l'Égypte ensuite. Franchement, je ne sais pas d'où ça sort, parce qu'il faut être complètement déconnecté de la réalité pour croire qu'on est en guerre active contre l'Iran, qu'on est en train de la perdre, qu'on a épuisé toutes ses ressources dans ce conflit et qu'on parle déjà du prochain affrontement contre la Turquie et l'Égypte. Ces gens-là, vraiment, à ton avis, comment peut-on comprendre ce genre de comportement? En fait, c'est extrêmement difficile à comprendre, Nima. Tu as répondu à la question. C'est complètement délirant. Tu sais, il y a environ 1 an, j'ai parlé avec un ami musulman qui étudie l'eschatologie, y compris l'eschatologie juive. Et il se trouve que ça fait clairement partie de l'équation ici, parce qu'il y a en Israël un groupe très influent, avec un poids politique considérable, qui croit que nous vivons des temps bibliques, que c'est le moment où le Messie va se révéler. Et tout ce scénario tourne autour de ce qu'ils appellent la rédemption d'Israël. Franchement, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça tellement fou que je me suis dit « Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. » Mais ensuite, j'ai écouté beaucoup de ces rabbins dire exactement la même chose. Et je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire, la rédemption d'Israël? Parce que j'ai entendu d'autres personnes en parler, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien compris. En gros, la rédemption d'Israël, ça veut dire que les Israéliens vont se comporter d'une manière tellement mauvaise qu'ils vont attirer sur eux la colère du monde entier. En fait, ils unissent le monde contre eux-mêmes. Et c'est ça qui déclenche l'Armageddon, une sorte de guerre mondiale unie contre Israël. Les Israéliens subissent alors une punition terrible, et c'est seulement à travers cette punition qu'ils gagnent leur rédemption. Et une fois qu'ils ont obtenu cette rédemption, le Messie peut se révéler. Et cette histoire, plus on creuse, plus elle devient incohérente. Donc c'est même contradictoire en soi. Alors, à partir du moment où ils ont dû inventer, ah oui, ce ne serait pas seulement un Messie, mais 2 Messies. Il y aurait le Messie Ben Joseph et puis le Messie Ben David, le vrai. Mais Ben Joseph pourrait venir d'abord comme une sorte de précurseur, un peu comme la première partie d'un spectacle. Et ce Messie Ben Joseph ne serait peut-être même pas juif, vous voyez. Certains disent que Donald Trump serait le Messie Ben Joseph, mais je me demande si ça ne pourrait pas être Jared Kushner ou quelqu'un comme ça. Et j'ai l'impression que cet aspect joue un rôle, parce que beaucoup de ces rabbins, surtout ceux du mouvement Chabad Lubavitch, en parlent très ouvertement. Donc, une partie de l'équation, c'est de mal se comporter, de se comporter délibérément d'une manière tellement atroce que le monde entier se retourne contre Israël. Et vous savez, quand je regarde les touristes israéliens, la façon dont ils se comportent un peu partout dans le monde, les supporters israéliens de football, pratiquement où qu'ils aillent, ils provoquent les gens, ils se livrent à des émeutes, ils causent des dégâts, ils exaspèrent vraiment les populations locales, au point que celles-ci ne veulent même plus les accueillir. Je pense que ça a peut-être un lien. Et puis, une autre partie de tout ça, c'est évidemment cette tendance à passer d'une guerre à l'autre, sans se demander si on est capable de mener cette guerre, encore moins de la gagner, parce qu'au fond, c'est pas ça le but. Le but, c'est de provoquer l'Armageddon et la révélation de leur Messie, ou de 2 Messies, ou peu importe. Et beaucoup de gens en Israël y croient vraiment. Ces gens-là sont très proches de Benjamin Netanyahou, et disons, du côté le plus extrême de son gouvernement. Donc pour eux, c'est « allons-y, prenons la Turquie, prenons l'Égypte, prenons le Pakistan, détruisons l'Iran, éliminons tous ceux qui vivent autour de nos frontières. »
Et c'est exactement ce qu'ils font. Franchement, c'est très très difficile de trouver une explication rationnelle ou raisonnable à ce comportement. Very, very difficult to think up any rational, reasonable explanation for this behavior. It's unique in human history. C'est quelque chose d'unique dans l'histoire humaine. Je ne crois pas connaître d'autres exemples. L'histoire de la colonisation, on le sait, c'est beaucoup de sang versé, d'atrocités, de famines, de dépeuplement, de massacres, tout ça. Mais en général, il y a une idée derrière, un but, réduire les gens en esclavage, extraire les richesses du territoire. On peut dire, d'accord, c'est mal, c'est impitoyable, c'est atroce, mais on comprend pourquoi ils le font. Dans le cas d'Israël, c'est le même type de comportement, sauf qu'il n'y a pas de stratégie claire, pas d'objectif visible, à part les récits bibliques. Other than the biblical stories. Alex, Donald Trump has two wars right now. Alex, Donald Trump est engagé dans 2 guerres en ce moment, 2 conflits actifs, l'un en Ukraine et l'autre au Moyen-Orient. Et sa priorité, apparemment, c'est celui contre l'Iran. Certains disent que peut-être la porte de sortie pour Donald Trump serait de lancer quelque chose contre Cuba, de retirer tous ses porte-avions du Golfe Persique ou du Moyen-Orient, de les ramener dans l'hémisphère occidental, près de Cuba, et de commencer quelque chose là-bas. Faire une action, puis déclarer la victoire. Nous avons vaincu l'Iran, nous avons attaqué et détruit tout en Iran, et maintenant nous allons à Cuba. Nous allons remporter une grande et nouvelle victoire à Cuba. Mais le problème, à mon avis, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas Cuba, ni ces personnes-là. Et quand on regarde, quand on compare même Cuba avec le Venezuela, parce que toute cette attaque un peu délirante contre l'Iran vient, je pense, de ce qui s'est passé au Venezuela. Ou plutôt, le Venezuela faisait partie de l'équation dans l'esprit de Donald Trump lui-même. Il pensait que ça allait être un peu comme le Venezuela, en plus difficile, mais qu'il pouvait obtenir un résultat similaire. Vous vous souvenez de cette période, des premières attaques? Il disait « Je vais choisir le guide suprême de l'Iran. Je vais choisir les gens qui dirigent le pays. » C'est lui qui l'a dit. Je n'invente rien à propos de Donald Trump. Et puis, si on revient à Cuba, je pense que Cuba, c'est un tout autre animal politique comparé au Venezuela. Et eux, ils vont riposter. Si on va à Cuba, ça va être sanglant. Et ce ne sera pas une porte de sortie pour les États-Unis. Ce sera un nouveau piège, une nouvelle sorte de trappe pour l'administration Trump. Ils vont sortir d'un piège sans rien résoudre, en perdant, comme dans le cas de Sato, et revenir à Cuba pour perdre encore plus, en épuisant davantage leurs munitions. Ces gens-là ne vont pas se rendre, ils vont se battre. Comment vous voyez ça, vous, cette idée de ceux qui disent que Cuba pourrait être une bonne porte de sortie pour Donald Trump? Je ne sais pas si Cuba pourrait vraiment être considéré comme une porte de sortie, mais il y a clairement un groupe important et influent de personnes aux États-Unis. Ça va de Wall Street au crime organisé, en passant par les patrons de casinos, jusqu'aux immigrés cubains qui veulent renverser le gouvernement de Cuba et transformer l'île en une sorte de dépendance américaine, une colonie. Et eux, j'imagine qu'ils pensent que ce serait facile, que ça pourrait se faire, parce que c'est juste à côté. On n'a pas le cauchemar logistique de devoir déplacer des troupes et des armes à 12 000 kilomètres et tout ce que ça implique. Mais je ne sais pas vraiment où en est Cuba aujourd'hui. Quel est le climat politique là-bas? Les Cubains subissent des sanctions très dures imposées par les États-Unis depuis des décennies. En réalité, ils vivent sous blocus. They've been under blockade, in fact. Conditions of life are difficult. Cuba. Les conditions de vie sont difficiles. Cuba, comme l'Iran, mais sans doute en pire, n'a pas eu la possibilité de se développer économiquement, de respirer à plein poumon, pour ainsi dire. Et vous savez, sur place, beaucoup de gens ont tendance à en vouloir à leur propre gouvernement.
Les forces extérieures, les facteurs venus de l'extérieur, leur sont invisibles. Ce qu'ils voient, c'est leur gouvernement qui échoue. C'était en partie le même problème au Venezuela. Alors, est-ce que les gens vont se battre? Eh bien, vous savez, quand quelqu'un attaque votre pays de l'extérieur, la réaction naturelle, c'est de riposter, de défendre son pays. On l'a vu avec l'invasion de la baie des Cochons. Je ne pense pas que les Américains soient assez stupides pour tenter ça une nouvelle fois. I don't think that the Americans are dumb enough to try that again. But they might try something like Venezuela to infiltrate. Mais ils pourraient tenter quelque chose, comme au Venezuela. S'infiltrer, utiliser des agents de la CIA, faire venir des palettes entières de dollars américains pour essayer d'acheter de l'influence, surtout au sein de l'armée et des forces de sécurité, afin d'aider à renverser le gouvernement d'une autre manière, tu vois, de l'intérieur. Donc je pense que c'est une possibilité, parce qu'une attaque militaire pourrait très mal tourner. Surtout qu'on a vu des livraisons d'aide humanitaire et des cargaisons de pétrole venant de Russie et de Chine. Et qui sait, ces livraisons pouvaient aussi contenir des missiles hypersoniques anti-navires, pour que, si les États-Unis arrivent avec des porte-avions, les Cubains puissent riposter. Et j'ai tendance à penser que les gens au gouvernement ne sont pas si stupides. I tend to think that people in government are not that dumb. I've been wrong in the past, but Je me suis déjà trompé par le passé. Mais là, je ne vois pas les États-Unis tenter une invasion militaire. Je les vois plutôt essayer d'utiliser des actions secrètes menées par leurs agences de renseignement, comme la CIA. Ils font ça en Amérique du Sud depuis très longtemps. Ils sont doués à ce jeu-là. Mais bon, qui sait? Peut-être que les Russes et les Chinois ne sont pas idiots non plus. Et si tout se résume à faire venir des palettes de dollars américains pour les distribuer et acheter de l'influence, eh bien, les Russes et les Chinois peuvent très bien faire la même chose. Eux aussi ont accès à des palettes de dollars américains. Alors, qui sait? Franchement, Nima, il faudra attendre et voir, parce que je ne saurais pas prédire comment tout ça va tourner. Je pense que, dans le cas de l'Iran, c'était très clair que les États-Unis allaient perdre cette guerre. C'était même clair pour les Américains eux-mêmes. C'est pour ça que, vous savez, tout le monde dit que Donald Trump a été le seul président assez courageux pour faire quelque chose contre l'Iran. Mais vous savez, on peut aussi dire stupide plutôt que courageux. Parce que vous voyez, ses prédécesseurs, depuis Clinton, n'ont pas osé attaquer l'Iran. Ils savaient très bien que ça ne marcherait probablement pas et que ça risquait de se retourner contre eux. Trump, lui, a été assez bête, ou assez désespéré, ou disons assez avide, pour tenter le coup. Pour Cuba, c'est moins clair pour moi. Je ne sais pas vraiment à quel point le gouvernement cubain et le peuple cubain sont prêts à défendre leur régime, ni à quel point leurs forces de sécurité sont solides. Sont-elles assez solides pour défendre leur gouvernement face à un envahisseur extérieur? Ou bien sont-elles vulnérables à la corruption? C'est l'une des méthodes qu'ils ont utilisées pour faire tomber le régime de Bachar al-Assad. En gros, ils ont mis la Syrie sous blocus. Ils ont rendu les conditions de vie absolument insupportables, au point que même les généraux de haut rang vivaient très mal. Et forcément, quand quelqu'un arrive avec 10 000 $ sous la table en disant « Quand le moment viendra, tu feras ça pour nous », eh bien, ils se montrent plutôt réceptifs. Ils se disent « D'accord, pourquoi pas ?» Et on leur promet encore plus d'argent et même une place dans le futur gouvernement s'ils coopèrent. Alors, je ne sais pas à quel point, disons, le gouvernement cubain est perméable à ce genre d'influence. Alex, la seule porte de sortie que je vois pour Donald Trump, tu sais, c'est de se rappeler sur quoi reposait vraiment le soutien de ceux qui ont voté pour lui. Tout tournait autour de la fin des guerres sans fin. C'était aussi le retour des emplois aux États-Unis, des emplois de production et l'amélioration de l'économie américaine. Donc un nouveau conflit, disons, contre Cuba,
n'aiderait pas vraiment Donald Trump. Ce qu'il pourrait faire, c'est plutôt se désengager du Moyen-Orient en disant à Israël « Tu veux être le grand du Moyen-Orient. Très bien, débrouille-toi. » You want to be the big guy in the Middle East? Go find your way. You want to fight each and every country in the Middle East? Tu veux te battre contre tous les pays du Moyen-Orient? Très bien, fais-le tout seul. Moi, je vais te soutenir, mais je ne me battrai pas à ta place. L'autre option, c'est le cas de l'Ukraine, je pense. Il pourrait se retirer d'Iran, déclarer la victoire et dire « J'ai tout détruit en Iran ». Mais le cas de l'Ukraine est vraiment important, parce qu'il en parlait déjà avant d'arriver au pouvoir. Il disait « Je vais mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures ». Il peut agir tout de suite, simplement en arrêtant tout ce qui va vers l'Ukraine, en mettant la pression et en disant « Je vais conclure un accord avec la Russie. La guerre est terminée ». Je dirais que, pas de jure, mais de facto, ces régions font de facto partie de la Russie. C'est inscrit dans leur constitution. Je ne peux rien faire pour changer ça. C'est la nouvelle réalité. Moi, je veux reprendre les affaires avec ces pays. Je ne veux pas de ces guerres. La seule porte de sortie que je vois pour Donald Trump, ce n'est pas d'ouvrir de nouveaux conflits, mais de se retirer de tous ces conflits et de revenir aux États-Unis. C'est la seule issue possible. Je ne sais pas comment vous voyez les choses pour Donald Trump, mais il n'a pas de bonne option s'il continue à étendre ces conflits, au lieu de se retirer de cette folie qui est en train de se produire. Je serais d'accord avec toi, Nima, mais je ne suis plus convaincu que Donald Trump contrôle encore la politique étrangère de son pays, malheureusement. Comme je l'ai déjà dit, quelque chose a déraillé depuis que Jared Kushner est réapparu sur la scène. Et puis, on voit bien que je ne parle pas forcément d'Israël en tant que tel, ni de Benjamin Netanyahou, mais j'appellerais ça une conspiration sioniste parce qu'on voit qu'ils ont une influence énorme aux États-Unis. Ce n'est pas seulement Benjamin Netanyahou. Il y a tous ces milliardaires sionistes, les médias, le cartel bancaire. Et ils sont tellement influents qu'ils ont réussi à glisser une disposition dans la loi sur l'autorisation de la défense nationale, la NDAA, section 224, qui fusionnerait pratiquement l'armée américaine avec l'armée israélienne. Ce n'était pas Trump. Vous savez, Trump a peut-être donné son accord parce qu'il est aussi sous leur influence. Mais ça a été glissé discrètement dans le projet de loi. Je pense que le principal responsable, c'était un membre du Congrès, parce que Benjamin Netanyahou a publié hier une lettre pour le remercier, le député Saltzman, ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, vous voyez, ce type n'aurait pas fait ça s'il n'y avait pas eu un soutien plus large derrière lui. Des gens lui disant « Non, non, vas-y, ajoute ça discrètement, personne ne s'en rendra compte. » Et tout ça va passer sous le radar. Et à partir de là, c'est en marche. Vous savez, on s'occupe ensuite, sur le plan opérationnel, d'assurer la continuité de tout ça. Et avant même que les gens comprennent ce qui s'est passé, les États-Unis deviennent, vous savez, comme un grand taureau un peu idiot, avec un anneau dans le nez, qu'on peut mener où on veut pour faire des guerres à notre place. Ils nous donnent leurs technologies militaires les plus avancées, les plus sensibles, leurs renseignements, leurs données, leurs cibles, tout. Ça, c'est pas quelque chose que Benjamin Netanyahou peut faire tout seul. Ni Donald Trump, ni un seul membre du Congrès. C'est une organisation beaucoup plus large. Et si Trump était vraiment sincère quand il disait « plus de guerre », quand il affirmait qu'attaquer l'Iran serait une idée vraiment stupide, et qu'il savait qu'il ne fallait pas le faire en 2019, puis qu'il a soudainement changé d'avis en 2020, alors cette même conspiration vise aussi la Russie. He decided otherwise in 2026, then this same conspiracy is also targeting Russia.
It's not like they have a good relationship with Russia. Ce n'est pas comme s'ils entretenaient de bonnes relations avec la Russie. Et dans ce cas, Trump serait libre de gérer cet aspect du conflit comme il l'entend. Trump pourrait être en contact avec la Russie dans une sorte de relation semi-amicale, un mode de coopération un peu constructif. Pas parce que la Russie deviendrait soudainement une amie de l'Occident, mais plutôt par opportunisme. Vous voyez, il faut se concentrer sur un domaine et au moins amener l'autre camp, les Russes, à peut-être vous soutenir ou à ne pas aider les Iraniens, ou simplement à rester en retrait. Mais on voit bien que malgré tout, Palantir aide les Ukrainiens à frapper des cibles à l'intérieur de la Russie. Et on voit aussi que ces frappes s'appuient sur les satellites Starlink. Skylink satellites. Starlink. Starlink satellites. So, Oui, les satellites Starlink. Vous savez, ces réseaux de pouvoir n'ont pas renoncé à leur intention de détruire la Russie et de provoquer un changement de régime. Je pense qu'ils cherchent simplement à atténuer la force de la réponse russe. Ils ne veulent pas que la Russie aide l'Iran. Ils veulent peut-être briser l'alliance entre la Russie et la Chine, et ainsi de suite. Alors, ils font des gestes du genre. D'accord, on va être gentils maintenant, on va devenir amis, on va commercer ensemble, on va vous aider avec les sanctions, etc. Mais à mon avis, tout ça est calculé, intéressé, et ce n'est ni authentique ni sincère. Trump lui-même, je pense, est soumis à ces forces. Il n'est pas au-dessus d'elles, il ne les contrôle pas. He's not above them. He doesn't control them. And I think that this NDAA, National Defense... Et je pense que cette loi, la NDAA, la loi d'autorisation de la défense nationale, montre clairement qu'il se passe quelque chose de plus vaste. Et puis quand on regarde beaucoup de ces politiques en Amérique du Sud, la politique envers l'Ukraine, envers l'Iran, tout ça remonte à avant Trump. Donc Trump a été amené à poursuivre exactement les mêmes politiques. Et pour cette raison, je doute fortement qu'il ait la liberté de dire, de manière indépendante, on va se retirer complètement d'Ukraine, on ne va plus soutenir l'Ukraine, sous aucune forme, et on va aider la Russie à vaincre l'Ukraine pour mettre en place une architecture de sécurité totalement différente en Europe de l'Est. And then, let's remember, again, the family name that has been all over Russia for a very long time, gung-ho, hell-bent on destroying Russia, has been, again, that same unhappy Rothschild family. And as we know, Kushner, Jared Kushner, is friends with Nathan Rothschild, the son of Jacob Rothschild, who was the family patron until he died. And I think that now Nathan is in charge, and through their various organizations and banks and investment funds, they're pushing for the same outcomes. And Trump is, I think that even if he wanted to, he would be powerless to stop them or to somehow tame them. The same way that Vladimir Putin has been able to tame his oligarchs. I don't think that Trump can tame the banking oligarchy. Oui, très bon point. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Nima. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. À la prochaine. À bientôt, Alex. On se voit la semaine prochaine. Prends soin de toi. Salut. Take care.